Salut, vous écoutez Guerrière par Maude Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que tu vis en tant que femme qui n'ont pas d'allure et que tu devrais juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler de travail invisible. Je vais commencer ça en vous racontant une anecdote qui est peut-être aussi la vôtre. Moi, avant que j'aie mon garçon, pour celles qui l'ignorent, j'ai un garçon qui a aujourd'hui 13 ans. Je suis une maman séparée qui s'est remariée. Avant d'avoir mon garçon, donc il y a 13 ans, je sentais pas tant le fardeau des tâches domestiques, tu sais, préparer à manger, faire le ménage, ça faisait partie de mon quotidien, mais c'était pas si lourd. Sans doute en grande partie parce que une très grande partie de ma vie adulte avant d'avoir mon garçon, j'ai resté seule. J'ai commencé à habiter avec le père de mon garçon quelques mois après avoir appris ma grossesse. Donc, pendant une très longue période, j'ai resté seule ou avec des colocataires, mais pas en couple, dans tous les cas. Et les premiers mois de cohabitation avec le père de mon fils se sont bien passés aussi. On faisait nos petites choses un peu chacun de notre côté. Ça allait. Donc, c'est vraiment après la naissance de mon fils que j'ai pogné un solide 2 minutes, qui a sans doute rapport avec le congé de maternité. Parce qu'on s'entend que quand tu es en congé de maternité, que ton chum ou ta blonde va travailler le matin puis que toi, tu restes à la maison, ben, on considère un peu, étant toi et ta partenaire, que ben c'est toi qui es en charge de la maison. C'est comme si parce que tu étais la personne qui s'occupe de l'enfant pendant la première année, il fallait aussi que tu t'occupes de tout ce qui se passe sous ton toit, genre. Et ces tâches que je faisais normalement sans me poser de questions jusque-là se sont multipliées et se sont mis à peser très, très lourd. Pour celles qui ont été en congé de maternité, vous vous souvenez peut-être d'avoir eu cette impression que ben, t'as pas eu le temps de t'arrêter 2 secondes de la journée, mais il me semble que t'as rien fait. Puis ça, c'est parce que t'as passé ta journée, genre, à essuyer une tâche sur le plancher, à faire la vaisselle, à faire des purées, à préparer à manger, à passer la balayeuse, à faire 40 lavages, tu sais. Mais toutes ces choses-là, qui prennent beaucoup de temps et qui, pendant le congé de maternité, entre les shots où tu t'occupes de ton petit, prennent tout ton temps, ben, sont terriblement lourdes, mais aussi invisibles. Et quand je dis invisible, je veux pas tant dire invisible pour les autres, quoique oui aussi, mais même invisible pour toi. T'es comme, il est passé où mon temps aujourd'hui? Ben, ton temps, fille, il est passé à faire du travail invisible. Tellement invisible que même à tes propres yeux, t'as de la difficulté à le reconnaître puis avoir de la reconnaissance pour ce que t'as accompli. Et ça, c'est complètement malade. Et tu sais, quand je dis invisible à tes propres yeux, mais aussi aux yeux des autres et aux yeux de ta partenaire, pendant ton congé de maternité, si elle revient le soir et il y a de la vaisselle qui traîne sur le comptoir, pas impossible qu'elle te dise « Ben voyons comment ça se fait que la vaisselle est pas faite. D'un, parce qu'il a pris pour acquis que tu étais supposé de t'occuper de tout, et de deux, parce que tout le travail que tu as accompli, quand lui il rentre le soir, ben il le voit pas. Il s'en rend pas compte. Il ne fait pas la différence. Vous aurez donc compris que quand on parle de travail invisible, en fait, on parle de tout travail qui est effectué sans rémunération ni reconnaissance. Souvent, on va penser au travail domestique, mais ça pourrait aussi être le travail de proche aidant ou de bénévole. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le travail domestique. Donc, toutes ces tâches que tu accomplis au quotidien à l'intérieur de ta maison pour le ménage, pour les enfants, pour la famille aussi, et qui passent complètement sous le radar sans que personne ne se rende compte, parfois même pas toi, de tout ce que tu accomplis. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que le travail invisible touche plus largement les femmes. On va se parler de chiffres un peu plus tard, mais on dit que les femmes consacreraient 1,5 heures de plus que les hommes chaque jour au travail domestique. C'est des statistiques qui varient. Ce 1,5 heures-là, c'est une statistique de Statistique Canada. Au Québec, on a d'autres études qui sont plus dans le coin de 1 heure. Si vous faites des recherches, vous allez en voir à 1,2 heures aussi. Donc, on parle dans tous les cas de 1 heure à 1,5 heures de plus de travail domestique effectué par les femmes que par les hommes.
Quand on parle de travail invisible, c'est bien difficile de pas aussi parler de charge mentale, parce que la charge mentale, c'est le moteur du travail invisible. Toutes ces choses auxquelles on pense entraînent le travail invisible qu'on effectue, donc c'est très étroitement lié, ce qui fait en sorte que cet épisode-ci ne sera pas par moment sans vous rappeler l'épisode sur la charge mentale, que je vous recommande plus d'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais vous allez voir, on va quand même aller ailleurs. On va se parler de la valeur, de l'histoire, d'où c'est que ça vient, cette idée que faire des tâches à la maison à l'infini, ça mérite ni rémunération ni reconnaissance. Et on va aussi se parler de la valeur monétaire de toutes ces tâches-là qu'on fait. Vous allez voir, vous allez capoter. On en perd de l'argent là-dedans, nous autres, là. Je vous ferai pas un cours d'histoire, je l'ai déjà dit sur ce podcast, je le dis souvent en conférence aussi, je suis vraiment pas une fan d'histoire, mais toutes les recherches que je fais à propos des inégalités que vivent les femmes m'ont amené à considérer un petit peu plus la portion historique, pour savoir d'où ça vient, tout ça, comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Donc là, je vous vulgarise ça au max. Et évidemment, il y aurait plein d'autres éléments à tenir en compte pour faire une analyse qui est complète, mais on va essayer d'aller le plus possible à l'essentiel, OK? Donc, on se parle des femmes, premièrement, on se parle des femmes ici, au Québec, chez nous. L'histoire est assurément différente ailleurs, mais sans rappeler la nôtre, sans doute. Il y a quelque chose qui se croise toujours à l'intérieur de tout ça. Donc, avant la révolution industrielle, là, je sais, celles qui n'aiment pas l'histoire sont comme « Ah non, révolution industrielle, oh non, ça me rappelle mon histoire de secondaire quoi, 4, je sais pas. » Quelle horreur, je détestais tellement ça. Je fais ça vite, vous allez voir, vous allez aimer ça. Promis. Donc, avant la révolution industrielle, les hommes souvent travaillaient soit dans les champs, soit dans des ateliers, bref, des fois des bâtisses connexes à la maison directement. Et les femmes, elles, pouvaient aussi effectivement travailler dans les champs, mais aussi à la maison, donc faire des tâches domestiques, etc., forcément. À cette époque-là, je vous dirais pas que les rôles n'étaient pas genrés. Ils l'étaient déjà beaucoup. Je vous dirais pas que le travail de la femme était super reconnu non plus, mais on considérait que ce qu'elle faisait au quotidien, c'était travailler. Donc, prendre soin des enfants, travailler dans les champs assurément, donner un coup de main à la ferme aussi, mais prendre soin des enfants aussi faisait partie d'un travail commun dans le couple pour que les choses fonctionnent. Avec la révolution industrielle, les hommes et une partie des femmes ont commencé à aller travailler dans des usines, dans des manufactures, à l'extérieur de la maison, à l'extérieur du fameux champ et du fameux atelier. Et après un certain temps d'opération, les instances qui décidaient, là, on parle du côté politique, mais aussi clergé et autres, ont réalisé que le monde était brûlé. Parce que hommes et femmes, dans bien des cas, allaient travailler à l'extérieur et revenaient le soir et étaient vidés. Et là, il y avait beaucoup de mal à s'occuper de la maison, à prendre soin des enfants et autres. Ça fait qu'ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le monde est brûlé, mais on veut continuer d'envoyer du monde travailler dans les usines parce qu'on fait full cash avec ça. La révolution industrielle, c'est aussi ça, là. Et ils se sont dit, on va renvoyer les femmes à la maison. Donc, évidemment, ils n'ont pas obligé les femmes, quoique dans certains cas, c'est sans doute arrivé, à retourner à la maison, mais ils ont commencé à fortement encourager les femmes à retourner chez elles en disant « c'est votre place ». Les hommes, eux, sont faits pour aller travailler en usine et autres. Vous êtes faits pour rester à la maison et vous occuper des tâches domestiques et vous occuper des enfants. Et c'est là qu'est né ce concept de vous me permettrez l'expression, de femme au foyer. Et à partir de ce moment-là, les tâches que faisait la femme au foyer n'étaient plus considérées comme un travail en soi, mais simplement comme le rôle assigné à son sexe, la chose qu'elle devait faire sans que ce qu'elle fasse ait forcément de la valeur. Donc, c'est à ce moment-là que le travail domestique est devenu invisible, non pas parce qu'il a cessé d'exister, mais parce qu'il a cessé d'être reconnu comme un travail à proprement parler. Dans les années 80, fin 70, début 80-ish, quand les femmes sont retournées sur le marché du travail, elles ont conservé toute cette charge domestique-là, et même si aujourd'hui c'est mieux, je donnais des statistiques plutôt qui démontrent que les femmes demeurent les principales responsables du travail domestique, c'est ça, c'est que c'est resté dans leur cours, et quand on y pense, est-ce que c'est si surprenant que ça? Plus ou moins. Parce que si on considère que le travail domestique est un travail invisible, que ce sont des tâches innées qui appartiennent aux femmes, alors il n'y a rien à partager.
Et là, on va se parler de chiffres parce que les chiffres, c'est très pratique quand vous obstinez avec votre monongue dans les parties de Noël. OK? Donc, je vous le nommais plutôt, selon Statistique Canada, les femmes passeraient 1,5 heures de plus que les hommes chaque jour à faire des tâches domestiques, OK? Et quand on parle de tâches domestiques, c'est toutes les tâches confondues. Parce que ça arrive bien souvent quand je parle de ça qu'il y a un Stéphane qui m'écrit que ça ne tient pas compte de quand il change les pneus puis arrange le toit. Oui, Stéphane. Ça fait aussi partie de ces statistiques-là. Tout a été inclus à l'intérieur. C'est Statistique Canada, là. C'est pas des petits plouneux dans le salon là, qui l'ont fait, l'étude. S'il vous plaît. Un peu de crédit à nos scientifiques et à nos chercheurs. Comme je vous le nommais aussi, selon d'autres études, dont une étude de l'INRS, eux parlent davantage de 1h08. Donc, ça serait 1h08 par jour que les femmes consacreraient aux tâches domestiques de plus que les hommes. Donc, on navigue entre ça, 1h et 1h30 pour faire une tête. Mais là, on va repartir sur 1h30. 1h30, vite de même, je sais que ça n'a pas l'air de grand-chose. C'est tannant, mais tu sais, c'est juste 1h30, c'est pas la fin du monde. Premièrement, je suis pas mal sûre que si je te donnais 1h30 de lousse de plus le soir dans la vie, tu serais ravi, genre. Tu Netflixerais une chill solide. Donc, juste là, il y a une valeur qui est perdue. Mais au-delà de ça, si on prend ce 1,5 heures-là et qu'on le multiplie par 365 jours par année, ben, on se ramasse avec quelque chose qui ressemble à 547,5 heures de travail domestique effectué par les femmes de plus que ce que les hommes font. Ça commence à faire beaucoup de temps. Ça l'équivaut à pas moins de 15 semaines de travail à 35 heures semaine. Imaginez tout ce qu'il est possible de faire pendant ce temps-là. Premièrement, la valeur que ça... Si ces heures-là étaient travaillées au taux horaire de 25 de l'heure, ça serait 13 500 en plus dans votre portefeuille. Ça se prend bien. Si vous utilisez ce temps-là pour vous amuser, pour enjoy la vie, ça pourrait équivaloir à 182 sorties avec vos chums de filles à coup de 3 heures dans l'année. Et si vous vouliez juste les prendre en vacances à coup de 24 heures, ça l'équivaudrait à 22 jours de vacances complets. Parce que vous consacrez en tant que femme 1,5 heures de plus que les hommes aux tâches domestiques chaque jour. Et là, quand je vous disais plutôt que selon l'INRS, on parlait plutôt d'1h08, faites le calcul, coupez du tiers, mais les chiffres resteront tout aussi abominables de toute façon. Et tant qu'à parler de valeur, là, on parle de la valeur de ce qui est perdu quand on fait plus de tâches domestiques que les hommes en tant que femmes. Mais on peut-tu aussi se parler de la valeur des tâches qui sont effectuées? Je sais que c'est un sujet très chaud de vouloir accorder une valeur monétaire à des tâches qu'on fait à la maison. Souvent, les gens vont dire, ben voyons, les tâches que tu fais chez toi, tu fais ça par amour, tu fais ça parce que t'aimes ta famille. Moi, je veux pas être plate, là, mais je passe pas en mop par amour puis je lave pas la toilette par amour. OK? Pas vraiment. Et pour sortir de la perspective de l'amour, là, on va juste quantifier la valeur des tâches qui sont effectuées quand elles sont effectuées par quelqu'un d'autre que nous. C'est-à-dire, si on paye un professionnel pour faire les tâches qu'on fait, ça vaut combien? Je vous ai fait quelques petits calculs. Mettons qu'on prend le ménage. Okay? Mettons que vous faites 10 heures de ménage par semaine. Il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins. On va partir sur une moyenne de 10 heures. Donc, vous faites 10 heures de ménage par semaine. Si vous engagez quelqu'un pour faire ce ménage-là, vous risquez de payer cette personne, mettons dans le coin de 20 de l'heure, fois 10 heures. Ça fait 200 par semaine. Puis là, il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais non, mais moi, on s'engage une femme de ménage, mais tu sais, elle vient juste passer 2-3 heures, puis je fais le reste. Ben voilà. Elle a fait 2-3 heures, puis toi, tu fais probablement les 7 autres, ou les 5 autres, ou les 3 autres. Parce que ça coûterait bien trop cher faire venir une femme de ménage toutes ces heures-là. Et ça démontre en fait juste la valeur de la femme de ménage. Parce que si elle venait vraiment faire les 10 heures de ménage que tu fais chaque semaine, à 20 de l'heure, ça coûterait 200 $ par semaine. Et 200 $ par semaine fois 52 semaines, ça fait 10 400 $. Donc, la valeur monétaire du ménage que tu effectues dans la maison, si tu en fais une dizaine d'heures par semaine, c'est 10 400 $. Ça vaut 10 400 $ ton ménage. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que tu fais d'autres affaires aussi. Tu fais, par exemple, à manger, mettons. Alors, mettons que tu consacres 14 heures, et je sais que c'est faible, 14 heures à la préparation des repas chaque semaine, à raison de 2 heures par jour, donc 14 heures au complet.
Si tu engageais quelqu'un pour le faire, ben ça te coûterait dans le coin probablement de 20 de l'heure, encore une fois. Donc, 20 de l'heure fois 14 heures, ça donne 280 pièces, OK? Et si tu le multiplies par 52 semaines, ça fait 14 560 $. Ça, c'est la valeur de tout ce qui entoure les tâches pour la préparation des repas. Puis tu sais, quand je dis tout ce qui entoure, en fait, c'est plus large que ça. Parce que vous savez très bien qu'au-delà de la préparation des repas en soi, on en a parlé dans l'épisode de la charge mentale, il y a toute la préparation de qu'est-ce qu'on va manger, de regarder les rabais, d'élaborer un menu, de faire des recherches pour trouver des nouveaux repas, etc. Ça dépasse ça, là. Fait que ce sont des chiffres qui sont assez conservateurs, quand même. Et maintenant, advenant le cas où vous êtes une famille où les enfants vont à la garderie ou à l'école, si on veut aussi réfléchir au temps qui est consacré aux enfants en termes de tâches, mettons qu'on se donne un 30 heures semaine, et encore une fois, je suis consciente que c'est pas beaucoup, OK? 30 heures semaine où vous prenez soin des enfants, donc le matin, le soir et la fin de semaine. Et on va se mettre ça à 10 pièces de l'heure, OK? Ça vaut plus! Les éducatrices vous le diront. Mais mettons qu'il y en a qui voudraient argumenter qu'on n'a pas le diplôme de l'éducatrice, on n'a pas telle affaire, OK? Bon, gars. 30 heures semaine à prendre soin des enfants à 10 de l'heure, on s'entend que ça fait 300 par semaine. Et au bout d'une année, on parle de 15 600 $. Et entre vous et moi, le 30 heures était lui aussi très conservateur, sans compter toutes ces heures de garde, genre, ne serait-ce que la nuit, ne serait-ce que toutes ces journées où on va chercher notre enfant malade à la garderie et on va le porter à son rendez-vous. Bref, vous savez, vous comprenez. Là. Donc, on s'entend que ce 15 600 $-là pourrait facilement être un 20-25 000 $. Mais tu sais, j'essaye de rester raisonnable le plus possible dans mes chiffres, pas me faire dire que j'exagère. Donc, au total, pour le travail invisible effectué pour le ménage, pour les repas et pour les enfants, ben on parle d'une valeur de 40 560 $. Ça sera un bel ajout à votre salaire, ça, hein? Et là, qu'on se comprenne bien, là, je suis pas en train de vous dire que vous devez demander à votre partenaire qui vous donne 40 000 $ par année. Je pense que ça ne va pas fonctionner. Mais c'est surtout, tout ça, cet exercice-là, est surtout pour vous montrer la valeur réelle du travail invisible. Donc, la valeur réelle de toutes ces tâches que vous effectuez au quotidien et qui vous submergent et qui vous rendent la vie tough et qui font en sorte que, oui, vous demandez à votre partenaire « Hey, on peut-tu se partager ça égal, s'il vous plaît? » Et vous avez raison de le faire. Et moi, je trouve que quand on met ça de l'avant, quand on voit à quel point ça vaut cher en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie, ben ça nous sonne une alarme assez évidente que en 2025, la charge devrait être répartie équitablement. Je doute qu'on ne soit jamais payé pour faire ces tâches-là. C'est une chose. Mais est-ce qu'à l'intérieur du couple, on peut au moins s'assurer qu'on en fait vraiment la moitié chacun? Parce qu'on est très perdant avec le travail invisible. Et si on est les seuls à le faire, ben c'est un gros problème. Je reviens un peu là avec les fameux arguments que donnent souvent les gens par rapport au travail invisible et la charge mentale aussi. Beaucoup qui vont dire, ben là, tu sais, c'est toi qui fais tout le travail invisible chez toi, c'est toi qui fais toutes les tâches domestiques, c'est peut-être parce que tu as mal choisi ton partenaire, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre. J'ai bien de la misère avec ça. Je vais pas vous cacher, je suis tannée que systématiquement, quand une femme vit une injustice, on y renvoie en pleine face comme de quoi c'est de sa faute. C'est elle qui a fait pas assez preuve de jugement, c'est elle qui a... Non. Je veux dire, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on comprend, on devrait pouvoir s'attendre des hommes qu'ils prennent la moitié de la charge du travail domestique sans avoir à le demander. C'est pas une attente si irréaliste que ça. D'autant plus, et là, le partage peut varier selon les familles, mais d'autant plus quand les deux partenaires travaillent à temps plein. Pourquoi ce serait à un seul partenaire à se taper toutes les tâches domestiques alors qu'elle travaille autant d'heures que son conjoint à l'extérieur de la maison? Que quelqu'un m'explique, je ne comprends pas. Et là, sortez-moi pas, c'est parce qu'elle est meilleure là-dedans. Non, elle n'est pas meilleure là-dedans. Ou en fait, la seule raison pour laquelle elle l'est, c'est que ça fait longtemps qu'elle se pratique. Si tu t'y mets un peu toi aussi, tu vas voir, ça va venir et tu vas être bien bon. Plutôt que de renvoyer la responsabilité sur les choix des femmes, qui, oui, quand même, là, on s'entend, reste une chose sur laquelle on a du pouvoir. Les filles, choisissez le mieux possible votre partenaire.
OK? Ça sera déjà ça de prix, on a un petit pouvoir là-dessus. Mais au-delà de ça, on ne sait pas comment une relation va évoluer. Et j'irais même plus loin. Moi, j'ai connu des filles dont le chum était fantastique. C'était vraiment un super bon gars, pis ça. Mais il l'avait vraiment pas sur le ménage. Ça marchait pas du tout. Ça veut-tu dire que ce gars-là n'est pas digne d'amour? Ça veut-tu dire que personne devrait choisir ce gars-là? Je pense pas. Mais ce gars-là a à apprendre et comprendre que dans la vie de couple, en 2025, on partage équitablement les tâches, puis il va falloir que tu passes la balayeuse. C'est pas mal plus ça, la vérité. Il y a un apprentissage social qui se fait encore aujourd'hui, comme quoi les tâches domestiques sont associées aux femmes, sont la responsabilité des femmes. Et évidemment, ça s'améliore et on est heureux de ça, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est quelque chose qui se fait encore énormément. Donc, est-ce que le travail à faire n'est pas plutôt à ce niveau-là? Je crois que oui. Et chaque fois qu'on nomme l'argument « oui, mais une femme devrait mieux choisir son partenaire », on lui renvoie la faute sur elle, et pendant ce temps-là, on s'occupe pas du reste qui nécessite une attention, genre, immédiate, mettons. Faut qu'on change notre façon de faire socialement, faut qu'on change notre perception socialement. Et là, après ça, on entend le fameux, la femme qui fait beaucoup de travail domestique, travail invisible, elle a juste à déléguer. Déléguer, ça fait partie de la charge mentale en soi et ça fait partie du travail invisible en soi. Être obligé de te dire quoi faire fait partie de mon travail invisible. OK, ça m'enlève une petite charge, momentanément, mais dans les faits, c'est moi qui continue de tout gérer. Donc, non, déléguer, ça ne fonctionne pas. Je passe sur le fameux argument, « Ouais, mais là, les femmes qui ont trop de tâches domestiques, qui sont submergées par ça, elles devraient lâcher prise. » Je vous invite à écouter l'épisode sur la charge mentale. J'en parle de long en large. Je déteste cette histoire de lâcher prise. Quoique, et je le disais dans l'épisode et je le répète aujourd'hui, si vous pensez qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez lâcher prise, ça vaut toujours la peine. C'est encore une fois le petit bout de pouvoir qu'on a. Mais est-ce que c'est un argument recevable dans le cas du travail invisible? Zéro. Zéro bonne barre. Et finalement, l'argument qu'on entend le plus souvent aujourd'hui, c'est « ben voyons, on n'est plus en 1940, c'est plus comme ça, les temps ont changé, les hommes s'impliquent maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de raison de parler de ça. » Eh bien, quand on sait, comme je le nommais plus tôt, que les femmes consacrent encore à ce jour 1,5 heures de plus que les hommes au travail domestique, c'est que oui, c'est mieux que c'était parce qu'avant, l'écart était encore pire, mais il y a du chemin à faire. Et là, niaisez-moi. À chaque fois que je parle de ce sujet-là, à chaque fois que j'amène des statistiques, on ne peut plus sérieuses. Et je prends le temps d'aller chercher ces statistiques-là parce que, premièrement, pour être crédible, et deuxièmement, parce que je sais là, qu'il y en a qui sont bien difficiles à convaincre. Il y a du monde pour me contester quand même, me dire « Ah non, c'est pas vrai ce chiffre-là ». Écoutez, si vous croyez plus aux statistiques des recherches gouvernementales qui sont faites, je veux dire, lâchez le podcast, lâchez les réseaux sociaux, allez vivre dans une grotte, là, tu sais, commande un peu, là. En résumé, vous comprenez donc que le travail invisible, c'est quelque chose qui pèse très lourd, encore aujourd'hui en 2025, sur les épaules des femmes à tout point de vue. Donc, d'un point de vue financier, le travail invisible appauvrit les femmes. D'un point de vue de l'énergie, le travail invisible brûle les femmes, et d'un point de vue d'avancement, de carrière et d'épanouissement, le travail invisible limite énormément les femmes. Et c'est pour cette raison-là qu'on doit continuer de se battre aussi longtemps qu'il le faudra pour une répartition égalitaire des tâches dans les couples. Et là, évidemment, je sais que je fais référence aux couples hétérosexuels, mais on s'entend que c'est quelque chose qui touche plus largement tous les couples aussi. C'est une question qu'on peut se poser, qu'on soit dans un couple hétérosexuel ou homosexuel. Est-ce que le partage est équitable chez nous? Et le partage équitable, là, je vous le dis, là, ça veut pas dire, toi, tu fais les repas, moi, je passe la tondeuse. Là. Parce que des repas à préparer, là, techniquement, il y en a 21 par semaine, tu passes la tondeuse une fois ou 2 semaines. Une fois aux semaines, au gros pire, là, tu sais, quand il y a bien mouillé puis qu'il fait soleil, mettons. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Donc, il y a ce questionnement-là qui est à avoir à l'intérieur des couples. Et j'ose croire que les couples qui s'aiment, à l'intérieur desquels les partenaires veulent le bien de l'autre, vont bien vouloir s'asseoir et faire l'exercice pour s'assurer que c'est équitable, pour s'assurer que chacun a les mêmes chances, le même temps de repos, les mêmes opportunités d'avancement au niveau de leur carrière ou autre, parce qu'ils se splitent le travail invisible d'une manière qui est correcte, qui est égale.
Et évidemment, je parle de couple, je parle d'une solution qui est la répartition des tâches et je comprends qu'elle ne s'applique pas à tous les modèles de famille. Je pense à toutes les familles monoparentales à l'intérieur desquelles il y a un seul parent, donc pas de possibilité de répartir les tâches. J'espère que cet épisode-là vous permet de comprendre l'ampleur de tout ce que vous faites. C'est pas pour rien que vous êtes fatigué. C'est pas pour rien que vous êtes au bout du rouleau. Et si c'est votre cas, je vous invite fortement à demander de l'aide. Et même si je déteste cet argument, mais parfois c'est celui du dernier recours, à vérifier s'il y a des choses que vous pouvez laisser tomber ou faire moins fréquemment ou faire autrement pour vous sentir mieux. Je vais finir cet épisode en vous donnant une petite statistique qui vient de l'Organisation internationale du travail qui dit que 16,4 milliards d'heures sont consacrées tous les jours au travail domestique non rémunéré. 16,4 milliards d'heures sont consacrées chaque jour au travail non rémunéré dans le monde. Ça représente l'équivalent de 11 milliards de dollars US, soit 2 fois plus que ce qui est généré par le travail agricole. Je dis ça, je dis rien, mais ça n'en fait des coups de mop puis des soupers préparés, cette histoire-là. C'est ce qui complète cet épisode sur le travail invisible. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Spotify et YouTube pour ne rien manquer de la saison 2 de Guerrière qui comptera, comme la première saison, 8 épisodes. Bye!